Je passe maintenant la parole à Marie-Gilles, qui est juste à côté de Gauze. Bonjour Marie. Vous êtes spécialiste des études littéraires, c'est comme ça qu'on dit, et on y reviendra dans un instant. Spécialiste de la théorie de la lecture également. Vous avez publié des textes et des livres sur des sujets très divers, originaux, en créant des étincelles entre des enjeux extrêmement variés. Vous avez publié notamment un essai sur Bernanos, voilà, on y est déjà, on y vient, on y revient. Une biographie de Barthes, très impressionnante, chez Flammarion. D'autres choses, un article par exemple sur le rapport de Tarantino et de ses images à l'histoire. Vous avez travaillé aussi sur Péguy et Deleuze, en essayant de nouer ces textes extrêmement différents. Et vous avez publié dans le Monde des livres un beau manifeste qui d'ailleurs a donné lieu à de grands commentaires de Jean-Luc Nancy, qui a ouvert ce forum. Ce manifeste s'intitulait « Pour une pensée littéraire ». Et ça nous remet à l'ouverture de cet après-midi où je disais que pour nous c'est un gros enjeu de dire que la littérature pense, qu'il n'y a pas que la philosophie ou d'autres sciences qui pensent ou disciplines. Pour une pensée littéraire, ça voulait dire que vous en référiez à une époque pas si lointaine où la littérature était tout, dites-vous. Elle était à la fois l'art, la vie, mais aussi la pensée, où il n'y avait pas de différence, tous ces carcans, toutes ces cases où on veut toujours enfermer les choses, les textes, entre fiction, essai, critique. On en souffre beaucoup aujourd'hui, parfois encore. Et on ne sait plus justement comment qualifier quelqu'un qui travaille sur la pensée littéraire. On dit historien, on dit sociologue, et quand on dit philosophe, quand on construit le programme du Mans et qu'on veut vous présenter, Marie-Gilles, on se demande comment, et on dit spécialiste des études littéraires. On en a beaucoup discuté et ri ensemble. Donc pour vous, voilà, c'est là où je voulais en venir. La littérature est une pensée, c'est la promesse d'une pensée qui a sa dignité, autant de dignité que les autres. Marie-Gilles, merci d'être là. Vous avez donc la parole pour 20 minutes également. Merci. Merci infiniment pour cette présentation et cette invitation. Alors j'espère ne pas être trop décalée, justement, parce que quand je suis invitée à un colloque, forcément mon surmoi universitaire prend le dessus, sur l'écriture, sur tout. Et bon, je suis habituée à parler dans des colloques devant 10 personnes, alors évidemment je suis un peu impressionnée, parce que nous autres universitaires, nous avons assez peu de public quand même. On va peut-être devant 990 personnes pour quitter la salle pour mettre à l'aise Marie-Gilles. Et voilà, puis j'ai un cerveau plutôt conceptuel, théorique, je sais même pas me servir d'un micro, vous voyez. Et par ailleurs, voilà, je fais des plans en 3 parties, donc c'est ce que je vais vous présenter. Quelque chose donc d'universitaire, de théorique, de philosophique, en 3 parties. Ça sera en gros Sartre, Blanchot, Deleuze, vous voyez. Donc, si vous voulez rester, j'ai donc intitulé mon texte « L'événement littérature, une promesse en deçà du temps ». La promesse peut être action de promettre quelque chose, à avoir un objet, comme on l'a dit déjà hier, mais elle peut être aussi intransitive, c'est en général son usage au pluriel d'ailleurs. Elle est alors l'espérance que portent intrinsèquement en eux certains êtres, certains événements, ils sont pleins de promesses. Tenir promesse pour eux, c'est accoucher d'eux-mêmes, c'est donc devenir ce qu'ils sont déjà. Il n'y a plus promesse d'un objet, d'un état, mais réalisation d'un être en puissance. La promesse, en quelque sorte, est déjà là. Alors, c'est le cas, bien sûr, pour la littérature, selon moi. Alors, vous l'avez compris, non seulement j'aime la littérature, mais je la prends comme un absolu et comme l'absolu de toute chose et une nécessité. La littérature, dans cette hiérarchie ontologique, donc de la promesse, c'est-à-dire cette définition de la promesse par son être même, nous fait franchir un degré supplémentaire. Non seulement elle est promesse de rien d'autre que d'elle-même, mais elle est événement, c'est-à-dire qu'elle a déjà tenu dans le présent, comme dans le passé, sa promesse d'avenir. En fait, on peut dire qu'elle n'est que présent, de même qu'elle n'est que promesse. Pour reprendre le titre de l'annonce du forum, on pourrait dire que la littérature, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait vivre. À mon sens, un monde sans littérature, c'est un monde mort, serait un monde mort, et je ne crois pas que la littérature soit un luxe. Et en même temps, et paradoxalement, on peut dire encore, donc elle a déjà tenu promesse, mais on peut dire encore qu'elle est toujours à venir, elle est ailleurs, elle se réalise dans l'extériorité d'elle-même, et elle dit en se dérobant. Le livre, c'est un titre de Blanchot, vous le savez, le livre est toujours à venir, son discours ne peut se clore. La littérature ne peut tenir promesse, car sa promesse se déplace avec elle dans une métamorphose perpétuelle.
Alors, pour ce qui est de mon plan en 3 parties, après avoir défini la littérature comme promesse d'elle-même et immanente, rompant la promesse du langage courant, je montrerai qu'elle n'a pas de lieu, qu'elle est toujours en dehors d'elle-même, toujours à venir, promesse toujours reportée. En réalité, ce sera mon 3e point, la littérature est événement. Elle redistribue le temps, et tout en étant à venir, elle a toujours déjà eu lieu, et sa promesse fut de tout temps tenue. Alors d'abord, premier point, qu'est-ce que la littérature ? C'est ce qui désigne la promesse du monde comme extérieur et inerte. La littérature est nécessité de rompre une certaine promesse du langage du monde, du langage courant, qui s'inscrit, elle, dans le temps. La poésie cerne de silence le bavardage humain, reprend Sartre. La littérature métamorphose le langage en image, et en cela extérieur, et est en cela extérieur au langage courant. Ainsi, elle met en perspective la promesse des choses. Elle est une pratique métaphysique qui montre aux hommes le caractère contingent de toutes leurs nécessités, qui ne contiennent, elles, aucune promesse essentielle. La promesse de la littérature, c'est de montrer le vide de toute promesse contingence, l'absence d'au-delà. Également, car la promesse de la littérature, elle est là, elle est dans le présent, elle est immanente. Elle n'est pas une promesse à venir. Donc, elle détruit, en quelque sorte, la promesse de l'au-delà. Donc en quoi d'abord la littérature est-elle à la fois le langage même, le nôtre, qui est radicalement autre ? En quoi c'est aussi par là qu'elle peut à la fois incarner la promesse et déplacer radicalement cet autre sens de la promesse. Tout autre sens de la promesse, pardon. Donc la littérature est un art du langage, pour reprendre la distinction sartrienne entre art et littérature. Donc qu'est-ce que la littérature ? C'est un être hybride, ni langage, ni expression purement imagée. Le poète ne peut se contenter seulement de produire des images des choses à travers le langage, car le langage est signifiant. Il ne peut devenir image, c'est-à-dire à la fois chose et vécu, en abandonnant sa signification. Sans quoi, Sartre en est parfaitement conscient, il perdrait jusqu'à sa propre articulation. Il dit « C'est en effet la signification seule qui peut donner aux mots leur unité verbale. Sans elle, ils s'éparpilleraient en sons ou en trains de plumes. » Le langage littéraire doit donc intercepter la signification des mots, faire de la transcendance qui habite le langage une réalité définitive. Comme dans toute parole, vous me direz. Mais la poésie fait du signe une image. C'est le mot lui-même, forcément déjà signifiant, qu'elle traite comme chose, dit Sartre. Alors que l'art peut s'arrêter à l'expressivité des choses, nous reconduire à cette strate plus primordiale où objet et sujet ne sont pas distincts, bref, devenir en deçà de la signification, la poésie doit-elle forcément être au-delà ? C'est donc par facilité que Sartre dit du poète qu'il considère les mots comme des choses et non comme des signes, car c'est le signe que le poète considère précisément là comme une chose. Alors comment la réponse de Sartre peut paraître très banale en fondant la signification dans le signe lui-même et en les rendant tout simplement indistinguables, signification et signe. Mais la réponse est en fait plus précise, la phrase doit signifier comme le visage exprime, dit-il. C'est une propriété, je le cite, de chaque terme analogue à l'expression d'un visage, au petit sens strict ou gai des sons et des couleurs. Là encore, la thèse peut sembler banale. Il s'agirait dans la poésie de traiter le langage lui-même comme un objet, et il parle d'ailleurs, entre guillemets, de phrase-objet. Car il semblerait alors qu'il n'y ait qu'une différence de degré, de médium, entre l'art et la vie quotidienne, que serait donc la promesse de la littérature. Alors que nous percevons ordinairement dans la rose de la fidélité, mais que nous tendons à durcir cette expressivité en convention, un topos, un lieu commun, donc à l'oublier, l'artiste nous restituerait cette émotion chose dans une image. Donc, il ferait la promesse d'une vérité de la promesse, en quelque sorte, qui, si l'on peut dire, ne retiendrait de notre expérience que cette strate d'expressivité pure. L'art, donc je ralentis, l'art, la poésie, ce serait donc comme un travail d'écrémage. Jusqu'à présent, j'ai simplement dit, en fait, que l'art, Sartre disait que l'art extrait du quotidien simplement sa vérité qui est devenue, en fait, invisible, qui est rendue invisible par le langage courant. La littérature la restitue, permet de faire remonter ce qui est enfoui, le faire remonter à la surface. Donc la poésie, c'est l'art de détacher le poétique,
dans la vie et rien d'autre. C'est comme un travail d'écrémage, comme la crémière qui, en quelque sorte, recueille le lait, la crème à la surface du lait. D'une certaine manière, donc, le poétique est là, présent, et le poète n'a qu'à apprendre à le récupérer sans le détruire. C'est simplement un savoir-faire. C'est sa promesse tenue, en quelque sorte. C'est la vie quotidienne qui efface ou qui oublie l'expressivité du monde, et l'artiste nous la restitue. Dans la poésie, la négativité est du côté de l'artiste, du poète. Il est incapable d'habiter le langage comme les autres hommes. Ce n'est pas un don, c'est une incapacité. Le langage est pour lui barrière et non pas communication. Aussi, la tâche de la poésie n'est-elle pas d'objectiver le langage, mais au contraire de reconquérir, sur fond d'une objectivation qui se présente plutôt comme une fatalité, toujours dans le négatif, une impuissance, un échec, de reconquérir une expressivité du langage. Donc, un rapport entre le langage et le monde. La poésie a un pouvoir de métamorphose du langage et donc du monde, mais si le poète traite le signe comme une image, cela signifie aussi en effet qu'il instruit entre le monde et le langage un rapport de ressemblance ou de mimésis, qu'il est donc imitation. Sartre le dit, ainsi s'établit entre le mot et la chose signifiée un double rapport réciproque de ressemblance, magique et de signification. Je crois que ce à quoi atteint le poète, on pourrait le qualifier de factum du sens. Il montre en quelque sorte l'immanence de la transcendance elle-même. La poésie, ce serait simplement, pour le dire plus simplement, un art du constat. Un grand c'est ainsi la traverse et la soutient. Ce c'est ainsi est d'autant plus puissant que ce qu'il constate, ce n'est pas une réalité dont l'homme serait absent, ce n'est pas une positivité des faits, dont le sens aurait été arraché, mais c'est la positivité du sens lui-même. Donc, comme art du signe, la poésie ou la littérature est une pratique éthique et métaphysique, car elle montre à l'homme que le sens même qu'il donne aux choses n'est qu'une chose de plus, rien qu'une chose de plus. Il n'y a rien d'ajouté, finalement. Que toutes les nécessités qu'il infuse dans le monde ne sont que des nécessités contingentes. Non pas qu'elles ne soient pas nécessaires, mais leur nécessité est limitée à elle-même. Elle ne contient aucune promesse, aucune reprise, aucun au-delà. Bon, c'est une nécessité, on dira, d'ordre spinoziste. La littérature est immanente, la poésie cerne de silence le bavardage humain, elle ne découvre rien de plus, ne réinvente aucun langage. Elle reprend les mêmes mots, les mots de la tribu, mais elle les plonge dans un univers sans respiration, dans une sorte de vide parfaitement sec. Il n'y a plus de nécessité hors de la nécessité littéraire. Il n'y a pas de nécessité de communication dans le langage littéraire. Le mouvement se fige et les significations se fossilisent en quelque sorte dans leur lancée même. C'est un monde en dessous du zéro absolu, pourrait-on dire, un monde où tout est gelé. L'homme dévoile l'être par la littérature, mais ce qu'il dévoile alors lui renvoie l'image de sa propre contingence. La littérature est-elle promesse de quelque chose ou finalement simple constat, si l'on suit notamment Sartre, de la négation de toute promesse transcendante? En dévoilant la contingence, la littérature est promesse de dépassement d'une contradiction, de l'oscillation permanente entre l'homme et l'être, l'inessentiel et l'essentiel. Mais cette promesse, ce n'est que la promesse de la littérature même. La littérature n'est promesse qu'en tant qu'elle est, elle n'est promesse que d'elle-même, elle est intransitive absolument. La lecture, elle, est promesse en tant que processus. Elle transforme l'écrit en promesse en lui conférant sa finalité intrinsèque, trouver une solution au paradoxe universel. Or, l'important est précisément que dans la lecture, ce qui est à créer soit en même temps déjà créé. On rentre dans un problème temporel. C'est au fond cela la raison pour laquelle l'écriture se distingue de la parole. C'est qu'elle finit la parole, c'est une parole dite et néanmoins point encore dite. Bon, c'est la phénoménologie de la lecture, et pour Sartre, c'est la forme éminente de la liberté humaine, pouvoir achever, en fait, ce qui est à la fois déjà dit et pas encore dit. Donc le fait, ça peut sembler très simple, mais en fait c'est très important, que ce qui soit déjà dit ne soit pas à redire, mais à réinventer, à inventer littéralement par le lecteur. L'écoute n'est pas développement du présent, mais dévoilement d'un présent, que la temporalité soit en quelque sorte retournée sur elle-même et nouée comme un problème, voilà ce qui est propre à l'écriture.
Et en inventant l'écriture, on n'a pas seulement inventé un système de mémoration, pas même un instrument de domination, contrairement à ce que peut dire Détienne ou Lévi-Strauss. On a créé vraiment un terrain d'expérience tout à fait singulier qui permet au drame existentiel de l'humanité de se rejouer sur un terrain où il peut se satisfaire. La lecture est donc appel à la liberté pure. Et elle donne une finalité à la littérature. Marie, excuse-moi, Marie, juste un tout petit peu moins vite. Vraiment, oui, c'est passionnant, c'est très intéressant. Mais justement, il faut qu'on puisse... je ralentis. Tu dis ça a l'air simple, en fait, ça n'a pas l'air si simple que ça. Et donc, ouais, il faut juste vraiment prendre juste le temps. Prends ton temps. D'accord. Un tout petit, voilà, prends ton temps. Donc, je ralentis. Voilà. Donc, pour arriver à la conclusion qu'en libérant du langage concret, bon, ça, vous avez compris, la littérature nous libère du langage de tous les jours, la littérature risque de nous libérer du sens même du mot promesse, en fait, hein, qui est un mot de tous les jours aussi. C'est-à-dire que étudier, s'intéresser, réfléchir à la promesse littéraire, c'est peut-être déplacer, en fait, le sens de la promesse. Alors, je disais que la littérature est promesse d'elle-même. Elle n'a pas d'objet à promettre, elle ne peut promettre que d'être la littérature, qui garantisse la liberté de la lecture et qui est ainsi une totalité, hein, métamorphose et dévoilement du réel. Donc la littérature, ce n'est pas seulement du langage écrit, même très bien écrit, hein, et comme Sartre déjà le dit, ce n'est pas la consignation d'une pensée. La littérature, dit-il, est antérieure au langage lui-même. Ce n'est pas le langage qui l'accomplit, elle est avant le langage qui la traduit. La littérature donne la chose, le sens, dans un même mouvement qu'elle-même. Jean-Luc Nancy, dans une conférence l'année dernière sur philosophie et littérature, disait, reprenait le mot disait que la littérature donnait la vérité d'un seul mouvement, d'un seul bloc, dans le présent, en elle-même, en étant là. Hein, il reprenait la phrase de Spinoza, hein, veritas se ipsam pate facit, la vérité se donne par elle-même. Hein, il disait que la littérature était patéfaction. Sa forme est en soi vérité. Schlegel dit la même chose lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de métalangage, c'est-à-dire il n'y a pas de commentaire que l'on puisse apporter à la littérature, parce que si la philosophie ou la critique sont des métalangages, donc des langages au-dessus, des langages qui commentent, de la littérature, c'est qu'elle la désigne nécessairement comme étant autre chose que la vérité, c'est-à-dire comme étant fiction. Or, la littérature n'est pas fiction, il faut partir d'un axiome qui est que la littérature est vérité, c'est la seule chose qui puisse la définir. En tout cas, c'est la première chose qui nous permettra de la définir. La littérature ne peut pas être rapportée à un geste extérieur à la littérature. Le sens littéraire est engagé par la littérature avant toute pensée même de la littérature, dit Nancy. La littérature est le nom de ce qui précède le sens, donc, en tout cas on partira de cette définition, parce que sinon on ne peut pas définir la littérature. Hein. Vous êtes conscient qu'on ne peut définir la littérature ni par une forme, parce que justement elle est protéiforme, ces formes sont infinies et immenses. On ne peut pas définir la littérature par l'intérêt du message transmis, parce que beaucoup d'autres genres transmettent des messages passionnants. On ne peut définir la littérature que par cette vérité qui se révèle en même temps qu'elle, qui est une définition de l'art d'ailleurs aussi, mais avec cette particularité de la littérature qu'elle utilise le langage courant. Et donc ça serait cette double définition du langage et de la vérité donnée qui formera une première définition de la littérature, et donc de sa promesse, ou de la littérature comme promesse. C'est-à-dire, la littérature comme promesse, c'est ce qui réalise cette vérité. Donc, seul le sens qu'elle promet ce sens de vérité permet de l'appréhender. Sa promesse, c'est donc la vérité de la forme, et en même temps, cela pose problème. On ne peut circonscrire ce qui se donne dans la fulgurance de la lettre littéraire. On ne peut pas le définir, je ne peux pas le commenter. Comme disait Schlegel, il n'y a pas de métalangage. Alors comment dire ce qu'est cette promesse littéraire et comment même savoir si elle est ? Donc c'est un problème, je dirais, temporel, en fait. La littérature, j'introduis donc une nouvelle notion, la littérature est toujours à venir. C'est ce qui est à la fois et qui n'est pas, en fait. Elle n'est jamais là où elle est toujours ailleurs.
et c'est mon deuxième point, la lueur littéraire, ou la littérature comme pur devenir. C'est-à-dire promesse toujours reportée, et en même temps c'est là qu'est sa promesse, c'est qu'elle est elle-même son devenir, dans le présent. Donc, Derrida disait écrire c'est lire où il n'y a rien, où rien ne précède le texte. La vérité, ce qui est donné, c'est ce qui sait que rien n'a précédé. La littérature est une initialité, elle commence comme si elle avait toujours déjà commencé. Nancy le répète aussi dans cette conférence, elle a toujours déjà commencé. Quand on commence un roman, en fait, ça a déjà commencé toujours. Ce n'est pas même pas le début in medias res, c'est simplement que on est dans la littérature, hein, d'emblée, justement parce qu'elle est le sens même. Le commencement, disait encore Derrida, est un déclenchement de texte où la présence n'est jamais présente. Il dit ça à propos de Nombre de Solers. Dans la littérature, il y a donc déclenchement de quelque chose qui a toujours déjà commencé, et pour qu'il y ait déclenchement, il faut qu'il y ait coupure ou castration. Le présent se divise, il se rapporte à soi, se plie dans un angle, comme un hymen, dit-il encore. Et pour reprendre Derrida, sa forme est celle du Dalet hébraïque, qui est à la fois un angle et une porte. Dans le jeu de cette coupure, le discours est déclenché, la parole entre en scène. Elle se dit donc au présent. Mais la littérature est en même temps toujours à côté de ce qu'elle est, donc de ce qu'elle promet. C'est son essence de ne pouvoir se fixer en un lieu et de dire à côté. Qu'importe le sens des mots, le sens référentiel, puisque le sens est ailleurs, dans l'ailleurs, dans le fait de savoir ce déplacement permanent du sens lui-même. Derrida le dit encore, le texte affirme le dehors. Ainsi, la loi de la promesse, c'est la loi même du texte, c'est la loi même de la littérature, l'avenir. La disjonction qui interdit le rassemblement de l'être dans la présence. Le fait que, je prendrai un exemple après, le texte soit toujours en dehors de lui-même, c'est une définition structurelle de la littérature qui rejoint la définition structurelle de la promesse. Selon Paul Demant, la structure du texte littéraire ne peut, alors c'est un peu, je vais le dire en structuraliste, ne peut distinguer le performatif du constatif. C'est exactement ce que je viens de dire. Tous deux donc sont en acte en même temps. À cause de cette aporie, de cette impossibilité, le scripteur, l'écrivain, use de la mémoire. Alors c'est une notion importante, elle appelle, elle invite ou donne à penser, elle commande, recommande, mais elle ne donne rien qui soit présent. La littérature est donc soit toujours mémoire passée, soit toujours avenir, comme je vais le montrer maintenant. C'est un acte impossible. On ne peut pas le traduire dans le langage du commentaire. Le texte accueille en lui, dans la présence, le référent, le réel. Il les inscrit, mais, dit Derrida, comme différence, avec un A, à côté, donc toujours à côté. Alors, je travaille en ce moment, c'est une sorte de hasard, sur justement sur l'à côté, sur l'ailleurs, sur en fait une sorte de décadrage généralisé ou de hors-champ absolu, dirait-on, pour employer un terme cinématographique, c'est-à-dire sur une figure que j'ai appelée la chambre d'à côté, qui correspond à ces récits où on a l'impression que le récit se passe à côté, dans une chambre dans laquelle nous n'avons pas accès, et que le sens est à côté. Ce n'est pas que ce soit un non-sens ou une aberration, comme chez Lewis Carroll, c'est simplement, il y a du sens, mais nous n'en avons que des bribes, les personnages éventuellement qui sortent, qui nous laissent des bribes. Bon, c'est la structure typique des romans de Henry James, des derniers romans de James, où on a l'impression de ne jamais accéder au sens, finalement. Il s'est bien passé quelque chose, mais cette chose, nous ne la connaissons pas. Je vais prendre un autre exemple de cette même structure, mais peut-être plus parlant ici, qui est celle de Moby Dick de Melville. Alors, Moby Dick, c'est un roman très étonnant, un roman américain. Vous savez que pour Deleuze, le roman américain est ce roman particulier, justement, de la faille, de la ligne de fuite et de l'ailleurs. Alors, Moby Dick, c'est un roman sur la baleine, où l'inconnu est la baleine, et où la baleine n'est jamais atteinte. Elle est l'inatteignable même, elle est à côté, elle est au-delà, elle est aussi le blanc, elle est ce que l'on n'atteint pas. Elle est en réalité le signe de l'au-delà, elle représente cette chambre d'à côté, du sens. Et Moby Dick a la particularité d'être un roman étrange, je disais, très littéraliste. Il commence par des listes de définitions.
des nomenclatures, des étymologies, des traductions, tout ça portant bien sûr sur le mot baleine qu'il traduit. Et ces listes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse textuelle, mais ces listes sont marquées par le double, par le dédoublement, par le chiffre 2. Toutes les listes sont doubles et elles-mêmes dédoublées à l'intérieur, etc. Un peu comme les animaux du déluge qui rentrent 2 par 2 dans l'arche. Alors il y a évidemment chez Melville quelque chose de l'ordre du comptage dans cela, dans ces listes et dans ces doubles, parce que sans doute il découvre un continent aussi. C'est la littérature d'un nouveau continent, de l'Amérique qui se découvre, etc. Mais en même temps, ce double dit aussi l'infini, la possibilité de clore, parce qu'il est toujours dédoublé à l'infini, l'impossibilité de clore la définition, de clore le sens. Et il donne une clé de lecture au début, il définit le mot whale, baleine, et il dit que la totalité du sens est dans la présence du H dans whale, donc il s'écrit W-H-A-L-E, baleine. Or, si l'on retire le H de baleine, qui est ce qu'on appelle un signe diacritique, ce qui permet de distinguer le mot d'un autre, on a whale, W-A-L-E, qui signifie plat-bord ou partie morte d'un navire. Autrement dit, il y a un jeu de mots, bon, Melville n'arrête pas de jouer avec les mots, etc. Mais si on retire ce H, donc, on obtient ce plan de la mort, si on file le jeu de mots. Donc, on voit à la fois l'impossibilité d'échapper aux mots pour atteindre le sens, et en même temps, donc, le fait que tout est dans la lettre, et en même temps, tout est dans la lettre en tant qu'elle est absente, en tant qu'elle est effacée, comme signe en fait de l'inatteignable du sens par la littérature. Donc la littérature, c'est quelque chose qui est toujours ailleurs, en dehors. Et donc j'avais un développement que je ne vais pas avoir le temps de faire sur Blanchot, puisque lui a évidemment beaucoup étudié dans le livre à venir cette extériorisation permanente, cet ailleurs qui porte le sens littéraire. Je conclurai en disant que la littérature, en réalité, à mon sens, et c'est ce vers quoi je veux aller et sur quoi je veux terminer, est événement. Événement au sens où l'emploie Deleuze, c'est-à-dire en fait, elle est ce qui redistribue le temps. Elle est justement ce qui se situe hors du temps. Donc je crois avoir montré effectivement qu'elle est à la fois passé et à venir, c'est-à-dire on pourrait dire, pour reprendre Deleuze, qu'elle est véritable présent. C'est-à-dire qu'en se situant hors de la durée, en étant une des rares choses comme l'événement qui peut s'extraire de la durée, elle permet justement d'un point de vue logique de redistribuer le temps et de définir ce qui est l'avant et l'après. Et ainsi, dit par exemple, l'être qui se révèle dans l'art est toujours antérieur à sa révélation, dit Blanchot, de là son innocence, car il n'a pas à être racheté par la signification, mais de là son inquiétude infinie, s'il est exclu de la terre promise de la vérité, ce qui n'est pas le cas de la littérature. Donc, ce que fait la littérature, c'est qu'elle détruit finalement, en réalité, la mimésis, dont j'ai parlé au début, la représentation. Elle détruit la promesse même du temps de la durée, c'est-à-dire du temps de la représentation du monde, du temps de la mimésis, et même dans le roman le plus réaliste, par exemple chez Zola, vous avez une fêlure, Deleuze a étudié la fêlure chez Zola, notamment, c'est-à-dire que vous avez ce qui permet de voir la faille, de voir la faille de l'être, la faille du monde, et ce qui permet cet écoulement du sens que Deleuze appelle fuite. Alors, fuite chez Deleuze, ce n'est pas la fuite, comme le redéfinit très bien David Lapoujade récemment, ce n'est pas le fait de fuir, de partir, mais c'est la fuite de la plomberie, en fait. C'est le goutte à goutte qui vient de la faille, de la faille du sens. Et chez Zola, donc, cette fuite se superpose à la mimésis, se superpose au roman réaliste, et c'est en ça qu'il y a véritable littérature, c'est qu'il ne suffit,
et la promesse littéraire, et je conclurai là-dessus, la promesse littéraire, finalement, c'est ça, c'est celle qui permet d'actualiser la faille, de redistribuer ainsi autour de cette faille le temps, de rompre la promesse du monde, mais pas seulement du langage, comme je disais en première partie, mais de rompre aussi ce faux temps, cette fausse durée du monde, et ainsi de révéler l'être, même avec un grand E. Hein. Donc la promesse de la littérature, elle est ontologique, il me semble. Elle est celle de l'être même. Voilà. Je vous remercie. Merci.